Bonjour à toutes, bonjour à tous, un plaisir les amis de vous retrouver sur Alger Chant 3 pour une émission spéciale. Quel plaisir de rentrer dans les studios, ça fait longtemps. J'ai passé trop de temps en congé. Je me suis reposée, ça s'est super bien passé, mais je suis contente de vous retrouver et de retrouver ces personnes qui sont là en face de moi. Un plaisir les amis. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale. Si là, on va revenir sur la lecture dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. On va essayer de décortiquer ce mot avec des spécialistes avec nous et on va surtout essayer de donner un sens justement à l'une des plus belles pratiques qu'on puisse avoir. Franchement, moi, je ne peux pas vivre sans lecture. Je vous dresse déjà mon avis et le tableau, les amis. Pour commencer, un grand merci et un bonjour particulier à notre maestro Hakim Ben Moussa. Un plaisir de renouer avec vous, un plaisir de retrouver Morad aussi. Yassine est au streaming et notre ami Tahar à la régie d'antenne et elle a illuminé par sa couleur un joli vert. La Mia Mahfouf, d'habitude on la voit le soir, mais là elle est là. Au bonheur justement de ceux qui viennent le matin. C'est bien, il faut venir encore davantage. Les amis, on va parler lecture avec des invités sympas. Elles sont belles. Et franchement, moi je les adore. Et on va les découvrir après la chanson. Allez, on va vous passer une belle petite chanson histoire de décompresser un petit peu et rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Un classique de notre patrimoine musical à 10h10 sur Alger Chant 3 pour cette émission spéciale là, cette 28e édition qui nous pousse un petit peu de revenir sur ce mot. Un mot très chargé, la lecture. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier toutes celles qui sont présentes avec moi. Un plaisir de vous avoir dans les studios d'Alger Chant 3. Madame Zoubaïda Mamria, bonjour. Bonjour. Quel plaisir. Ah, toujours partagé. Hein, j'adore la coupe. Oh. Je ne sais pas comment je m'arrange, mais bon, elle est là. Ça le fait. C'est magnifique. Madame Aldi El Ahlou, un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Ça plaisir va, vous allez partagé. Bien. La baisse, ça se passe bien. Très bien, merci. Donc, vous êtes pédagogue. Oui. Et animatrice d'un club de lecture. Et nous oui. avons avec nous aussi une autre pédagogue, Madame Aït Ahmed. Un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Vous êtes aussi animatrice d'un club de lecture oui, avec des enfants. Ça. Oui. Bah, c'est génial. Des enfants de 9 à 15 ans. Magnifique. 15 ans. Le plus bel âge. Un peu plus. 16 ans, on va dire. Le plus bel âge. Oui. Ça, et le ventre mou aussi de cursus scolaire. C'est cette tranche d'âge qui la période la plus importante. Oui. Et notre dépositaire de la mémoire et du patrimoine, écrivaine et pédagogue. Donc on va utiliser rejoindre la famille des pédagogues. Exactement toutes les casquettes de Madame Zoubaïda Mamria. Eh bien, mesdames, avant de commencer, est-ce que vous vous rappelez de votre premier livre? Oui. C'est vrai. Oui. Quel plaisir. C'était lequel? Oui, ça marque. Ça vous marque, hein, c'est clair. Et c'était dans des situations toujours particulières. Moi, j'ai quand même eu je ne sais pas, la chance ou la malchance, je ne sais plus. Je suis de formation ancienne, c'est-à-dire j'ai l'école française, l'époque coloniale. Je ne suis pas jeune, hein. Et donc, ça ne se voit pas du tout. La bibliothèque de classe et la bibliothèque scolaire étaient obligatoires. Il y avait une heure dans l'emploi du temps qui s'appelait bibliothèque. Et pendant cette heure, on faisait la chaîne devant le bureau de l'enseignante parce que la bibliothèque était dans la classe. On n'allait pas, on sortait pas, surtout pour les petites classes. Et on faisait la chaîne moyennant une pièce de 20 centimes à l'époque, Rab'adoro. Et on prenait un livre. Moi, je mettais le livre dans le cartable, je ne le lisais pas, tout simplement. Il était là pour 15 jours. Mais il fallait faire la même chose que les autres. 15 jours, et puis après, je le remettais, personne ne me posait de questions, je reprenais un autre livre. Je pensais que c'était ça, la bibliothèque. Et puis, j'ai remarqué que ma sœur... Un objet de décoration. On l'emmène à la maison, il était dans mon cartable. Et ma sœur, ma grande sœur qui était à la maison, qui n'allait plus à l'école, elle, c'était une lectrice notoire, quoi. Ça ne s'arrête pas. Elle racontait les histoires des livres. C'était pas les contes de grand-mère, c'était d'autres histoires. Le Petit Chose, je sais pas, Graziella, d'autres, Rémi. Ça vous a poussé à les découvrir. C'est-à-dire les livres que moi je prenais, c'était l'âge, ma tranche d'âge. Je savais pas d'où elle prenait ces histoires.
Et un jour, je lui pose carrément la question. Elle me dit, mais c'est les livres que tu ramènes. Elle prenait les livres de mon cartable, du cartable de ma sœur et le cartable du frère. On était 3 scolarisés. Et le rituel de la bibliothèque... Carrément à l'ouest par rapport à la lecture. Et je lui faisais, depuis, concurrence. D'accord. Ah oui. Je lisais d'abord le livre et je le mettais dans... On va revenir à la question premier livre qui vous a marqué. Le premier livre, ça a été La Petite Fadette. La Petite Fadette, pourquoi Fadette? Petite, je crois que je m'identifiais au personnage. Et quelque part, j'ai lu, j'ai compris, pas compris. Il fallait l'aide de la sœur aussi. Et elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué les enjeux de cette petite fille dans son espace, dans son esprit. Et depuis, la petite Fadette est restée là, dans un coin de ma tête. D'accord, donc vous n'avez pas oublié votre premier livre. Ah non, je me rappelle même de la couverture, de la couleur, tout. Madame Lahlou, votre premier livre? Ben moi, c'est pas dans l'originalité, mais c'est Les Malheurs de Sophie. Ah ben, c'est Pareil, vous n'étiez pas malheureuse. Non, pas du tout, c'était les aventures de Sophie. C'était notre petit monde. Donc, voilà, c'est mon premier livre. Je crois, si mes souvenirs sont bons, mais après, j'ai été vers d'autres lectures. Les Hauts de Hurlevent qui m'ont beaucoup marqué aussi. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué. Et ensuite, j'avais lu, quand on était au lycée, avec le professeur d'anglais qui nous encourageait à lire les classiques. On avait lu en anglais les Gone with the Wind. Et après, d'autres lectures en français, en anglais. Et puis, on avait des professeurs d'arabe aussi. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie. Monsieur Benchir et Monsieur Beccari. C'est de parfaits bilingues. Oui, Monsieur Beccari, si on nous disait que c'était le premier interprète algérien à l'ONU. Et vous savez, il avait marqué toute notre génération. C'est un excellent bilingue. On était très impressionnés par sa maîtrise de la langue et de tous les sujets qui pouvaient nous exposer. Et c'est comme ça qu'on a appris à maîtriser l'arabe avec lui. Et à aimer la lecture. À aimer la lecture dans les 2 langues. Dans les années 90, moi, je parle de mon avant, époque. quand Moi, même. je parle de mon époque. Dans les années 90, le motala était obligatoire. C'était 1 heure. Donc, et je me rappelle, j'ai eu le plaisir de découvrir l'histoire de Cyrano de Bergerac à travers le Tfilman Faloti, Sha'ir. Je garde ce livre précieusement à la maison. Tout à fait. Monsieur Un Benchir, plaisir. J'ai lu dans les 2 langues et c'est vrai qu'avec justement cette diversité, on découvre autrement le livre. Et aussi, je voudrais aussi dire un petit mot sur Monsieur Benchir, notre professeur d'arabe au lycée, qui nous a fait connaître les plus grands classiques arabes, Al-Mutanabbi, Amr al-Qais, Ibn Arabi. tous ces grands classiques de la littérature arabe, une des plus belles aussi. Tawfiq al-Hakim. Exactement, très belle poésie aussi. C'était des moments merveilleux parce que ça nous marque à vie. Et là, on essaie de transmettre tout ça à ses enfants, à notre jeunesse. Ben, j'imagine. Oui. Madame Aït Ahmed. Bonjour, alors moi je suis un petit peu différente, je suis d'une autre génération. Le livre, on ne nous l'a pas imposé à mon époque à l'école, c'est à la maison, mes parents. À travers mon premier livre que j'ai parcouru, c'est bien les fables de La Fontaine, toute seule, enfin à l'oral d'abord maman me racontait ses histoires avant de dormir, papa aussi me fredonnait en chantant aussi Le Corbeau et le Renard. D'ailleurs, je le fais même auprès de certains des enfants. Et c'est resté comme ça, le fait de voir mes parents lire de leur côté, papa le journal, maman quelques lectures, quelques classiques de son temps. Ça m'a donné le goût et l'envie de lire. Mon premier livre était Les Malheurs de Sophie. Comme je suis la cadette de ma famille, je pense que c'est un personnage qui m'allait très bien, parce que étant la cadette, on se sent toujours un petit peu diminué. C'est ça, on n'est pas l'aîné, on n'est pas le masosé, donc ça crée... C'est un personnage qui m'inspirait. Bon, après, j'ai touché à d'autres lectures
en grandissant, la bibliothèque verte, la bibliothèque rose. La bleue pâle, la rouge. Oui, et un peu plus grande. Collections. Oui, les connexions. Je lisais ce que mes grandes sœurs lisaient, donc j'étais curieuse autant qu'elles. Victor Hugo, Vipère au point de Falcoche, le personnage m'impressionnait. Donc voilà, donc j'ai touché un peu à tout. Voilà, des lectures qui ont marqué. Oui. Madame Amelia, Ce qui si on me devait plaisait- revenir un petit peu à la notion de lecture. Oui, ce qui me plaisait à l'époque, hein, je reviens un tout petit peu, c'est qu'il n'y avait pas de Barrière. limite. Hein. C'est-à-dire Oui, les barrière. auteurs, on les retrouvait au primaire comme au secondaire, Mhm. comme à Au l'université. lycée. C'est-à-dire, Il n'y avait pas on de savait rupture. choisir pour les âges, pour le même auteur, des textes qui convenaient à la capacité d'acception, donc d'absorption de l'information des enfants. Donc il y avait parmi les enseignants, comme vous venez de citer, donc certains illustres, qui savaient choisir pour appâter les jeunes et donc leur apprendre à aimer. Parce que la lecture, qu'est-ce que c'est que la lecture? Voilà. La lecture, bon, d'abord ça s'apprend, hein, on ne naît pas lecteur, on le devient. On le devient effectivement à l'école, notamment, parce que c'est à l'école qu'on apprend systématiquement à lire. La lecture, c'est quand même une mise en place de certains mécanismes pour déchiffrer, pour comprendre l'organisation d'un texte, la phrase. Tout cela, c'est des mécanismes qu'on apprend à l'école. Oui. Par contre, lorsqu'on parle de lecture, on n'est plus dans cette approche-là. On est beaucoup plus dans le plaisir. Comment faire de la lecture un moment de plaisir chez un enfant, c'est une jeune personne? Comment faire? Donc, la lecture, plaisir, est un concept à part qui n'a rien à voir pratiquement avec l'école à la limite. On peut développer ce concept à l'école, mais aussi en dehors de À la l'école. maison, Dans Ça peut être les une bibliothèques. activité annexe à l'école. Excusez-moi de vous interrompre, mais la lecture plaisir, c'est vrai, c'est ce qu'on peut développer parallèlement à la lecture scolaire. Par le passé, j'ai fait un travail avec un groupe d'enseignantes dans les 3 langues, arabe, anglais, français. On avait décortiqué tous les programmes scolaires des langues, les programmes scolaires des langues, et on avait fait une sélection d'ouvrages, d'œuvres littéraires qui correspondaient à chaque thématique qui Et à était chaque développée palier dans aussi. chaque Tranche projet, d'âge. unité, et par niveau, c'est-à-dire primaire, collège, lycée. Et bon, ça a été appliqué, mais pas en totalité. Toutes nos propositions, bon, c'était pas possible que toutes nos propositions soient mises en pratique. Mais actuellement, ce qu'on fait, Madame Aïta Ahmed et moi, c'est développer cette lecture en activité extrascolaire à ce qui se fait académiquement en classe avec les professeurs. On anime un club de lecture, c'est vraiment la lecture plaisir au sein d'un club de lecture. Vous dites, on n'oriente pas les élèves. Dans un club de lecture, il y a cette notion de liberté, de choix de lecture. On n'impose pas. C'est les enfants qui on choisissent. n'impose pas de lecture. J'ai assisté à Oui, et vous êtes venu à notre club de lecture. C'est les élèves, ils sont tellement imprégnés par cette passion. La lecture, c'est une passion aussi. Voilà. Et quand je dis, c'est quelque chose qu'on doit promouvoir. C'est ce qu'on fait au sein de notre club. On est dans la promotion de la lecture. Vous savez, on a commencé avec un petit nombre et maintenant, on essaie de limiter, mais on ne peut pas limiter parce qu'on voit dans leurs yeux, ils ont envie de venir à ce club de lecture, de partager. Vous avez créé le besoin. On a créé cette passion de la lecture. Et c'est devenu un besoin. On a suscité le goût de la lecture. C'est ça surtout. On n'a rien imposé, vous savez. On n'a rien imposé. On a su les attirer et puis hop, tout seul. C'était créer un espace de liberté. De liberté. Parce que quand on lit d'expression. Quand vous prenez un livre, quand vous prenez un livre et vous plongez dedans, vous êtes libre, vous êtes seul avec ce livre-là et vous avez une liberté de penser. Oui. Hein? Personne ne vient vous faire le censeur ici vous dire non, cette page tu ne vas pas la lire. Il y a toute une liberté parce qu'il y a une communication directe avec le livre, avec l'auteur. Oui. Je cite un exemple. Quand j'ai lu le livre de Guerre épée et Natacha,
dans son bal. Avant de voir le film, je voyais Natacha avec sa robe. Et vous savez, j'aimerais rajouter quelque chose, Madame Aïtama et moi. Parce qu'on fait la promotion de la littérature algérienne. Oui. Tous ces grands auteurs universels algériens, ils sont tellement heureux de savoir que l'Algérie a donné de grands auteurs qui sont étudiés dans les plus grandes universités américaines et étrangères. Ah oui, madame, mais oui. Mettre en avant justement on a reçu notre beaucoup culture. d'écrivains au sein de notre club de lecture, parmi des écrivains très connus, contemporains, pour ne citer que M. Yasmina Khadra, qui était très content de rencontrer ces jeunes lecteurs et très ému parce que il a vu quand même avec des idées bien arrêtées. Là, je parle des enfants. Il ne s'imaginait pas que les jeunes je dis, on vous lit, monsieur, on vous lit et c'était magnifique. C'est ils sont gourmands. C'est des enfants gourmands, gourmands de la lecture, mais vraiment, leurs yeux brillent. Ils s'intéressent, ils posent des questions, ils vous lisent des passages. On encourage aussi la lecture à voix haute, expressive. Ça, c'est très important. En classe aussi. La lecture à voix haute, c'est une lecture théâtralisée. Oui. Elle a son monde, elle a son espace et elle a son public. La lecture, la vraie lecture est silencieuse. Et mais on le fait, madame. Je sais, je vous ai vu. Parce que dans notre club, avec vous, il y a cette notion très important. C'est une activité, la lecture à voix haute et la théâtralisation de certains passages. C'est magnifique. C'est une activité annexe à notre club. On a reçu un écrivain anglophone. Monsieur Hamza Koudri. Les élèves lui ont fait l'excellente surprise d'avoir théâtralisé un passage de son livre en anglais. Ils l'ont même traduit en arabe. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux, oui. C'est pour ça, cette notion de liberté. Et fondamentale. Et pas que. Elle est fondamentale. Fondamentale. Et bien justement, étant donné que je suis avec des pédagogues aujourd'hui, à quel moment il va falloir mettre l'enfant en contact avec le livre? Très tôt. Très jeune. Très tôt. Des petits. Dans son bain. Tout à fait. Il y a des livres pour le bain. Même s'il n'a pas commencé très tôt. La lecture par l'adulte. Ça se rattrape. Il va apprendre à lire à travers l'adulte. Lorsqu'on prend un livre et on suit avec le doigt, et il écoute, il voit les gestes, il est en train de lire. L'oral. Oui. Mais même s'il n'a pas commencé comme ça, il ne faut pas se dire que c'est trop tard. On a reçu des élèves à notre club de lecture qui ont découvert la lecture à l'âge tardif, adolescent. Et là, ils ont compris que il n'est jamais trop tard pour lire. On a vu, ils ont progressé, ces enfants. On a vu la différence dans l'expression, dans l'écrit. Entre les élèves qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Je vais citer une grande dame. Madame Amelia. Je vais citer Madame Zohra Mhiz. Qui a fait un travail merveilleux auprès des jeunes. C'était un professeur, c'est une pédagogue elle aussi, et elle est entichée de textes et de lecture. C'est sa passion, elle aussi. Quand elle lit un ouvrage, elle découvre l'auteur et son œuvre, et elle ne peut pas se limiter à elle. Il faut qu'elle le communique. Et elle a trouvé le créneau, c'est-à-dire elle le communique aux jeunes. Comme elle suivait des jeunes. D'ailleurs, elle a fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Je lui ai rendu personnellement un hommage aussi là, puisqu'il y a sa grande photo en train de lire, qu'on a exposée dans le stand du ministère. Et cette dame a communiqué avec Douda. Je dis bien l'envie. Douda à la lecture. Elle a inoculé un bon virus. Un virus. Excellent même. Et quand elle disait aux jeunes, écoute, mais lis ce texte, tu vas découvrir des choses. C'est tout ce qu'elle fait. Puis après, on en parlera. Elle attise leur curiosité. Et elle avait cette capacité. Et puis quand le jeune lui dit, écoute, moi j'ai pas compris ce texte, qu'est-ce qu'il veut dire? Elle a étudié systématiquement les œuvres d'auteurs algériens. Parce que mon ami et collègue a parlé d'auteurs algériens. Nous avons commencé par la lecture à travers les œuvres algériennes de langue française. De très, très, très belles œuvres. Les Katab Yassine, les Mouloud Fer'oun, les Mamri, les Dib, les Assia Djibar, c'est des œuvres majeures qui vont d'ailleurs entrer dans la... Intemporel et universel. Ces textes-là sont d'abord en langue française. Quand on a eu
a changé un petit peu de langue. La langue française a changé de statut. On a perdu un petit peu le contact. C'est un petit peu ce hiatus qui s'est imposé. On a perdu un petit peu le contact avec le texte et la littérature parce qu'il fallait aller vers un autre corpus littéraire. Vous comprenez? Et donc, il y a eu un déséquilibre. Là, on savait plus ce qu'il fallait donner à lire aux jeunes. Et maintenant, je pense que nos enfants sont multilingues, ils parlent toutes les langues. Oui. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse les priver de lire en arabe, en français, en anglais. Oui. Et la traduction, il faut qu'il y ait de la traduction pour que les livres circulent. Je tiens à préciser que notre club de lecture fonctionne dans les 3 langues. Tout à fait, formidable. Français, regardez, puisqu'on est 3... Ils transcrivent facilement d'ailleurs. Oui. Hein. On est 3... Oui, ils passent d'une langue à une autre. Ils ont on est 3 personnes. Nous avons fait carrière, n'est-ce pas, avec les enfants. Le monde merveilleux de la pédagogie. Et puis, nous savons qu'il y a 3 âges. 3 grandes tranches d'âge. La première tranche d'âge, les tout petits, il faut leur apprendre à rêver, à réveiller leur sensibilité. Oui, je suis d'accord. Il faut qu'ils deviennent sensibles, parce qu'un enfant, sa sensibilité est un sommeil encore. Et on a besoin de stimuler son imagination. De son imagination, le rêve, le monde du rêve. Donc, le corpus littéraire doit fournir... Aider à la développer. Deuxième tranche d'âge, et c'est la plus importante, parce que c'est le ventre mou du cursus scolaire. C'est la période collège. C'est très et cette délicat. période-là, cette tranche d'âge, a besoin d'aventure et d'action. Elle a besoin de s'identifier à des personnages, à des héros. Tout à fait. Je comprends. Et je comprends aussi pourquoi Jules Verne a écrit une série de livres où Michel Strogoff devient le personnage miracle, n'est-ce pas? Tout le monde va s'identifier. La fierté, le courage, sont des valeurs. Le jeune, et on a besoin de les inculquer aux enfants à cet âge-là. À cet âge-là, l'enfant est sensible à ce langage. Il est sensible à cela. La troisième lecture tranche véhicule des valeurs. bien sûr, la troisième tranche, et c'est la plus, disons, importante, parce que c'est le vrai lecteur de demain, d'après, de l'adulte. Tout à fait. Celui-là, il a besoin de raisonnement. Il faut lui donner des textes à arguments, il faut des textes à thèse. Mais comme c'est une génération très éveillée, donc on anticipe. Absolument. La réflexion. Rien n'empêche. Non, c'est pas étanche. D'une tranche d'âge à l'autre, les frontières ne sont pas étanches. Vous savez, les jeunes de maintenant ne sont pas ceux qu'on était avant. C'est vrai. Ils nous surprennent chaque jour. Avec leurs idées bien arrêtées, avec leurs choix, leur façon de voir qu'ils ont de la vie et mais n'empêche du futur. Vous savez, il faut leur faire confiance. Je n'aime pas tellement le mot imposer, les orienter. Vous savez, d'abord, ils ont une culture générale immense parce qu'ils ont l'information... tout à portée de clic. Avant nous. Ils sont très, très au courant ils sont au fait de tout, et puis... il faut leur faire confiance. On n'arrête pas de dire que les jeunes ne lisent pas, ils sont plus attirés par tout ce qui est... c'est pas qu'ils ne lisent pas, ils lisent autrement. Exactement. Ils lisent autrement. La nouvelle génération s'intéresse énormément, par exemple, aux BD. Ils lisent autrement. La nouvelle génération s'intéresse aux BD, c'est incroyable. Mais il y en a qui sont dans la lecture classique. Bah oui. Il y en a qui sont tout le temps avec un livre dans la main. Ça fait. Mais les mangas et les BD font partie de leur environnement. Oui. Et la BD, maintenant, c'est un genre littéraire, n'est-ce pas, madame? Bien sûr, le 9e art. Oui, on le travaille, on l'étudie aussi, et au sein du club de lecture, parce qu'on leur fait distinguer les genres littéraires aussi. On fait un peu de littérature en même temps. On leur apprend à analyser quelques passages, à critiquer, à faire de l'autocritique. Ça, c'est très intéressant, parce que eux-mêmes, finalement, ça... En fait, on répond à leurs besoins. Tout simplement. Puisque vous avez conçu votre club sur la base de la liberté. Oui, c'est ça. Donc, vous n'imposez pas. Vous essayez de comprendre à peu près l'articulation mentale des uns et des autres. On les aiguille. On est là pour eux. Et ils sont très fiers quand ils viennent nous dire... Est-ce que je peux venir parler de ma lecture, mais je ne l'ai pas terminé. On le dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Exactement. Ça suscitera la curiosité. On va prendre les premiers chapitres aujourd'hui, et la prochaine fois, ça va être les 2 autres chapitres. Ça va susciter la curiosité des autres membres. Ça va leur donner vers envie. cette lecture, et ils échangent,
Ils s'échangent. Et puis, tu peux me prêter ton livre là, tu me donnes envie de connaître la suite. C'est magnifique. Les gens, je suis venue au club de lecture de Draria chez vous, avec vous. C'était une lecture débat. Oui, tout le temps. Il y avait trois jeunes qui avaient lu 3 livres. Donc, et une fille, je crois, et 2 garçons. Et ils ont exposé leur point de vue, leur lecture. Et puis après, ils ont demandé le débat. Les gens leur posaient des questions. Toujours, il y a toujours un débat. Et ils répondaient parce qu'ils avaient de la matière. Ils étaient fiers de répondre. C'est ça, le fait d'avoir justement... Ils avaient fait leurs recherches. Et puis ils avaient le livre. Ils avaient souligné, écrit, tout ça. Mais ça développe les compétences, ça développe le vocabulaire, l'orthographe, l'esprit critique. L'imaginaire. Et c'est bien aussi de rester un petit peu dans le monde merveilleux des livres. Quand on ne comprend pas quelque chose, on va vers un dictionnaire au lieu d'aller voir le moteur de recherche. Ça, on le feuillette. Ça, c'est pas mal. On le feuillette aussi dans notre Madame Ahmed, elle le fait. Les dictionnaires, les dictionnaires sont présents. Ça, par contre, je l'impose. Ah, le dictionnaire. Le dictionnaire, bravo, madame. Et Madame Ahmed et Ahmed... Je me souviens, nous, avant, on lisait le dictionnaire. On le feuilletait. Surtout la deuxième partie. On le feuilletait. J'adorais la deuxième partie. Après le rose, là. Exactement. Tout à fait. La deuxième partie, c'était les noms propres. Ça nous a permis un petit peu de découvrir les personnalités qui ont marqué le monde. Oui, la géographie aussi. Tout à fait. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui est sympa dans toute cette histoire, c'est qu'on voit à travers vous que la nouvelle génération lit. S'intéresse aux livres, contrairement à ils découvrent le dictionnaire parce qu'ils ne connaissent pas. Et ça m'étonne parce que quand même... ils sont nés à l'ère de la technologie, donc ils connaissent le moteur de recherche. Oui, ça c'est étonnant parce que je me dis quand même, il devrait y avoir un dictionnaire dans chaque maison. Oui. Vous savez, un jour, il y a des parents qui m'ont dit, ils étaient très contents de voir leurs enfants lire, mais ils m'ont dit, mais vous savez, ça a un coût. Oui, le livre coûte cher. Parce que maintenant, ils vont dans les librairies et les livres coûtent cher, malheureusement. Et puis un livre, on a des jeunes qui avalent les livres. Ils lisent un livre par semaine, des fois 2, donc après ils veulent d'autres livres. Mais ça a un coût pour les parents. Il faut apprendre. On leur apprend à échanger. À propos de coûts. J'avais proposé au ministère, et je propose encore parce que j'y tiens à cette idée, le fameux chèque livre. C'est-à-dire, c'est un chèque de 3 volets, pas plus, qu'on donne à l'enfant au début de l'année, à l'élève, à l'école. C'est-à-dire, il doit y avoir une convention entre l'éducation et la culture pour payer 50% de chacun. Et l'enfant doit payer à peu près 20%, 40%, une sorte de subvention, 20%. Et il a 3 chèques. S'il achète 3 livres par an, il se constitue une bibliothèque. Ah oui, c'est formidable ça. Oui. Alors, nous avons 12 millions d'élèves. Imaginez. D'abord, ça va booster les livres, ça va aider les bibliothèques. Les parents aussi. Ça va aider les parents aussi. Les parents. C'est ça l'idée de la promotion de la lecture. Il faut mettre les moyens. Les amis, il paraît que la lecture réduit le stress, le rythme cardiaque et aide à la réflexion. Il paraît que ça prévient même contre l'Alzheimer. Elle est avec nous, elle est cardiologue. Nawel Smaili, bonjour. Ça va, merci. Sabah al-khair wa rbah. Sabah al-khair wa rbah. C'est toujours un bonheur de t'avoir au bout du fil. Tout le plaisir est pour nous. D'ailleurs. Yaïchek. Nawel Smaili, il paraît que la lecture peut faire des miracles. Certainement, comme vous l'avez bien dit, je pense par les bienfaits de la réduction du stress. Ça reste quelque chose de très relaxant et tout ce qui est relaxant est bon pour le cœur. Il a été d'ailleurs déclaré par la Société européenne de cardiologie et par un grand consensus cette année, en août, que la santé mentale et que la santé cardiaque étaient de pair. Donc c'est avec des études bien ficelées et tout, donc automatiquement ça ne m'étonne pas que ça réduit le risque cardiovasculaire, comme pour la musique et tout ce qui est bienfait relaxant
qui fait baisser le cortisol, c'est un bénéfice pour le cœur. Exactement, ça diminue l'anxiété et améliore l'humeur. Bien sûr. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Il paraît même que ça rend un petit peu, je sais pas, ça favorise l'empathie. On se met à la place des autres. Ah bah évidemment, évidemment. Oui. Enfin, je sais pas si ça favorise l'empathie, mais en tout cas, ça donne une bonne connexion avec son corps émotionnel. C'est Et clair. on a envie de le développer. On Et peut c'est pas très être un important, écrivain. justement. De toute façon, je pense pas qu'on puisse écrire et lire quelqu'un si on veut pas se connecter avec son émotion. Tout à fait, tout à fait. Docteur Smiley, il paraît que lorsqu'on prend soin de son cœur, c'est encore meilleur si on n'a pas recours aux médicaments, si on trouve comme ça des solutions sympathiques pour diminuer justement cette charge, c'est encore mieux. C'est bien sûr. C'est dans une optique de prévention cardiovasculaire dans le cadre du primo-primaire, c'est-à-dire faire éviter carrément aux gens de tomber malade. Si on n'a vraiment pas envie que les gens développent le moindre facteur de risque, en dehors de leur génétique et de leur âge qui ne sont pas modifiables, il faut agir sur toutes les causes qui sont modifiables, entre autres le stress, comme le tabac, comme l'hypertension, comme la prise de poids qui est à l'origine de tous ces facteurs de risque. Et donc, bien sûr, évidemment que la réduction du stress, elle a mille et une façons qui ne sont pas toutes, chacun il a sa méthode pour réduire le stress. Et il y a des personnes qui aiment bien cela. Oui. Et le livre pour ceux qui aiment lire, c'est quelque chose de très bien. On devrait prescrire la lecture, Dr Smiley. On devrait la prescrire. Au lieu de et puis lire quelle que soit la modalité, même sur les écrans, même. Ça agit aussi sur la concentration de l'enfant, hein. Sur le papier, oui. Oui, sur le papier, oui, pas sur le papier, c'est mieux que sur. C'est connu maintenant que, sur le papier, c'est toujours meilleur que sur les écrans qui ont des effets néfastes sur les neurones des enfants, et c'est bien établi, oui, bien sûr. Ça reste quand même un moyen qui appartient à leur époque. C'est bien, s'ils peuvent commencer par les écrans, c'est pas grave, hein, ça reste juste un moyen. Ça reste un instrument. Mais ça serait bien qu'on leur réduise ça, parce qu'on voit que lorsqu'on les laisse, on les oublie face aux écrans, et après on récupère autre chose. Ça serait bien qu'on leur initie le livre pour qu'ils ne le perdent jamais, puisqu'il y a toute la société qui va leur inculquer les écrans après. Tout à fait. Non, mais ce qui est sympa dans toute cette histoire, c'est quand on lit un livre sur un support papier, on le garde. On a justement cette possibilité de le garder. Le livre de le garder, de le exactement. Il y a un contact tactile, un contact physique avec le livre, qui n'est pas celui, le contact virtuel avec l'écran. L'écran, oui, c'est vrai, il peut être facile. Le parfum du livre. Et il y a un accès facile. Mais le livre, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Il y a même la dextérité. D'ailleurs, je ne sais pas quel est l'auteur qui a dit il n'est pas de livre qui ne m'est ôté, il n'est pas de souci qu'un livre ne m'ait ôté. Je ne me rappelle plus qui est l'auteur de. Donc, le livre est là, justement, pour enlever toute cette charge émotionnelle, le stress d'une journée. On le met de côté parce qu'on va lire. Ouais, on se plonge dans un autre monde. Ce qui est sympa, c'est que d'après les spécialistes, quand on lit 2 pages avant de dormir, on dort mieux. On dort mieux. On dort mieux et on dort mieux. On a des jeunes qui nous disent. On aide le cerveau. On aide le cerveau à se libérer. La lecture, c'est un espace l'espace de la page. On regarde, c'est fini. Le champ se rétrécit, se restreint, et on est dans la dimension du livre. Donc, on va évacuer tout ce qui était en surcharge. On se déconnecte de la réalité, tout simplement. Tout simplement. On se déconnecte de la réalité, ça nous pousse à aller découvrir. Exactement. Et ils sont pressés
Quand on lit, on est pressé de retrouver ces personnages. Tout à fait. De connaître ce la monde suite. Oui. qui Une autre nous dimension. entraîne et qui nous fait rêver. Ça nous déstresse Oui. et ça ne peut que faire du bien Faire à du notre bien au cœur. cœur. Merci, Dr Smaili. Un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Merci Vous beaucoup. embrassez vos invités. Je vais les Ah, embrasser voilà. juste à la fin de l'émission. Avec plaisir. Donc Vous, voilà. savez, vous savez, mes chers amis, Mhm. lorsque je commence Madame un Amélia. livre, Mhm. et je ne peux pas le terminer, parce que Mhm. moi, c'est mon problème, c'est ça. Quand je commence, j'ai envie de tout Oui, de connaître la terminer. suite tout de suite. Mais bon, quand vous avez un pavé comme ça, vous ne pouvez pas terminer en une nuit On ou a en nos une journée. occupations. Alors, ça me travaille. Oui, ça Et trotte. j'attends le moment de retrouver. Oui. Alors, Ah oui, j'ai la c'est- page, c'est j'ai ce le que je disais. personnage, Ouais, j'ai la Oui, scène. c'est- Je veux tout de suite reconnecter le train. Donc, c'est quelque chose qui vous prend à la tête, qui vous prend au cœur. La lecture, le lecteur, c'est ça. Ça vous Non. happe. Il Vous avez envie il de- rentre dans Et cette puis dimension. on peut découvrir que le livre aussi n'est pas intéressant. Il m'ennuie. Ah là là, Exactement. finalement, je suis déçue. Bah oui. Il n'y a pas de livre qui ennuie. Il y a toujours une information. Si, quelque moi j'ai part. lu l'année dernièrement un livre. Oui. Non, je l'ai trouvé. Mais il y a des insipide. livres. Oui. Il y a des livres qui déçoivent parce Ah qu'on oui, a oui, fait je tellement de publicité autour. Oui, je vois Moi, le ça titre. m'est arrivé Oui, cet oui. été. J'ai acheté cette On me l'a recommandé trilogie. d'ailleurs. J'ai lu le premier, les deux autres, ils sont là, ils sont neufs encore. Mais vous allez les lire un jour. Oui, certainement. Vous allez revenir. Oui, oui. On a tous un petit Oui, en livre effet. sorti. Moi, je lis d'abord par curiosité. Quand Mhm. c'est des livres comme ça qui ne m'intéressent pas d'entrée de jeu, je dis, après, je vais aller plus loin, je trouve. Donc, je continue. Vous le laissez. Vous Et lui je donnez, continue parce que vous je lui suis donnez de curieuse de l'espace. nature. C'est ma curiosité, là. Oui, Ce n'est plus le plaisir. Je ne trouve pas encore. Oui, oui. J'attends de trouver le plaisir. Donc, j'y vais. J'y vais jusqu'au bout. Et Et après, je me fais une idée. C'est après coup. Oui. Mais je ne suis pas masochiste. Hein. Madame Lahnoui, étant donné que vous êtes en contact permanent justement avec ces jeunes qui essayent un petit peu de développer ce côté hyper intéressant de la lecture et en groupe, comment pousser les gens à aller vers la lecture? Je veux dire, les gens qui n'ont jamais eu, par quoi il va falloir commencer, Alors, comment faire j'ai pour, adolescent. j'ai pour envie rendre de... justement cette lecture attrayante. Oui. Mhm. Alors j'ai envie de dire une chose. Peut-être qu'il va vous paraître paradoxal. Mhm. Il ne faut rien imposer. La liberté toujours. S'il n'a pas envie Non. de lire, il lira pas. Vous savez, il y a Jean Pénac, qui Ouais. était un cancre à l'école et maintenant qui est devenu un grand écrivain, un grand pédagogue. Il a 10 commandements. Le premier commandement, Mhm. n'imposez rien. S'il n'a pas envie de le lire, laissez-le. Mais il faut... il y a des moyens, il y a des tactiques. façons, oui. Pour, on D'incitation. a rencontré ça, Madame Aïtamed. Oui. Des élèves qui ne lisaient pas, qui nous prenaient ça, non, à la limite, ça fait ringard la lecture. Mais maintenant, c'est devenu des Avec l'arbre de la mordus de technologie, la bah lecture oui. parce qu'ils ont vu ce que ça peut apporter comme avantage et sur le plan Connaissance. connaissance et tout, même comportement. Vous avez parlé de l'empathie tout à l'heure. Oui. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec Oui. vous. Parce que quand on lit, on ressent tout ce que ressentent les personnages d'une Exactement. histoire. On vit l'histoire. Ça nous fait comprendre beaucoup de choses. Tout à fait. Donc on apprend. Et comme je disais, ça nous forme. Ça forge. On me replie vite. Et on dit aux élèves, comme me disait Madame Aïtamed tout à l'heure, on fait la différence entre les jeunes qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Oui. Ceux qui C'est lisent, vrai. c'est incroyable. Mhm. Ils gagnent en maturité. On peut aborder avec eux beaucoup de sujets de discussion. Ils donnent leur avis, mais celui qui ne lit pas, il est pauvre. Hein. Son D'abord esprit en est plus vocabulaire et en idées. Et c'est ça, je crois, qui leur fait prendre conscience Pour avoir De justement l'apport. cette que la matière. lecture Mhm. est fondamentale. Moi, je dirais même plus. C'est une cause pour laquelle on doit militer tous. Mhm. Parce que ça forme. Et des fois, ça ne coûte presque rien. Tout à l'heure, je parlais de coûts, mais on peut emprunter des livres. Tout à fait. On peut dire à quelqu'un, est-ce que tu peux me prêter ce livre? Mhm. Il y a des bibliothèques, il y a des... Créer des bibliothèques. Centre culturel. Oui, Ouais, ouais. il y a Sur le centre il culturel. y a des librairies maintenant. J'ai vu à Alger, il y a des librairies qui font dans le livre d'occasion, Mhm. et qui Ça, coûtent c'est à pas un mal. moindre coût. C'est vraiment pas le mal. drame Bien. pour un livre, Oui. c'est qu'il reste sur, Sur une étagère. Figé. Tout à Une fait. fois qu'on l'a lu, il vaut mieux que Non, il faut d'autres le partager. lisent. Oui, oui. Donc, Il y a des livres que j'ai envie de partager. Bon, il y a des livres que je moi donne. je donne.
Oui. Il y a des livres que j'ai envie de Systématiquement. partager. J'ai envie de le partager avec quelqu'un, mais j'ai envie de le récupérer après. Oui. Il y a des livres qu'on a envie de garder. Oui. Bien sûr, c'est Regardez précieux pourquoi. un livre. Et qu'on a envie de relire un jour aussi. Pour Tout à ses fait. enfants, Oui. après. Il y en a une autre lecture. Oui. Oui. On oui. découvre autre chose. Oui, Mhm. oui. On n'a pas la même maturité, on n'a pas la même perception. Exactement. Et donc c'est bien de garder, de revenir. Pourquoi Oui. pas? On évolue dans ces lectures. Tout à fait. On apprend à se connaître, à connaître soi-même, Tout à à fait. connaître Tout à ses fait. goûts. Tout à Mhm. fait. Et donc, justement, on voit cette différence maintenant. Oui. Les élèves au lycée, ils Par sont exemple, intéressés oui, par d'autres oui, textes, oui. Tout à comme fait. vous Oui. m'avez dit tout à l'heure. Et c'est maintenant un peu plus l'argumentation, l'expression, l'analyse. Ils ont développé un... C'est D'ailleurs, un vous matière, savez, en fait. quand vous Ils ont de la commencez matière. avec un auteur, prenez un auteur. Mhm. Il y a des auteurs qu'on préfère à d'autres. Mais c'est Et clair, c'est c'est dans une le question goût, de c'est goût, normal. C'est normal. Et là, vous êtes toujours à la recherche du prochain livre de cet auteur. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il vous a apporté quelque chose que vous attendiez. Oui. Par exemple, je vais citer, c'est une adepte, elle, de Amin Malouf. Quand on a lu un livre, il va falloir qu'on cherche tout ce qu'il a écrit. On ne peut pas. On ne peut pas s'arrêter, on attend toujours le prochain livre. Oui. Vous savez qu'un écrivain qui écrit un livre s'engage dans une aventure douteuse. Il ne sait pas où il va. Bah oui. C'est Maurice Blanchot, qui est un chercheur en littérature, un sociologue de la littérature, a dit ça. Il a dit, l'auteur, l'écrivain, c'est comme un navigateur. Il est sur la mer, et puis il entend la voix le chant des sirènes. Ce chant va le fasciner. Il va se mettre à le rechercher. Donc il se met à écrire. Et à la recherche toujours de ce chant. Alors il y en a qui, du premier coup, découvrent l'origine du chant. D'autres ne le trouvent pas et Donc on a un reprennent premier et tome, un deuxième tome, un reviennent. troisième tome. Katab Yassine, dès qu'il a écrit Nejma, il a bu à la source Ouais. du chant. Donc, vous ne pouvez plus rien écrire. Ouais. Il C'est a vrai que écrit c'est d'autres des choses. auteurs qui nous ouais. ont marqués. Moi, je garde Najma et Fouroulou. Ouais, voilà. Ah, C'est des- oui, c'est incroyable. oui. Bah Par contre, oui. d'autres, Amin Malouf, ne tarit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore bu à la source du chant. Donc, il écrit des livres qui doivent le conduire à la source du chant. Et une fois Ah bah, qu'il j'espère est- qu'il ne va pas trouver. J'aimerais hein. rajouter quelque chose. Parce qu'on a bien envie de donner à Amin On a ouvert la Moulouf. lecture. J'aimerais rajouter quelque chose. La lecture Madame aussi Lahaud. nous fait découvrir autre chose. Par exemple, on l'a expérimenté au sein de notre club de lecture, ça leur fait découvrir le cinéma. C'est vrai. Oui, par exemple, il y a des grandes œuvres ils qui ont ont été lu adaptées. Mohamed Dib en arabe, la Mhm. trilogie. Et comme ils sont jeunes, on leur a parlé de... Hariq et Dasbetar. Oui. Mhm. Eh ben, ils ont été chercher, ils ont vu, on leur a demandé qu'est-ce que vous préférez. Ils nous ont dit c'est différent, mais ils ont été impressionnés par les deux, et la Mhm. lecture et la mise scène. en scène. C'est une œuvre monumentale. Mohamed Dib, aussi bien dans le livre que dans le feuilleton. Tout à fait. Et aussi, ils ont découvert Yasmina Khadra autrement. Mhm. Par exemple, le roman Ce que le jour doit à la nuit. Ils ont fait une analyse comparative extraordinaire du roman et du film. Mhm. C'est différent. Ça peut pas être... Et généralement, on fidèle à- préfère le roman. ça Généralement. dépend du Généralement. film. Ça dépend Mais il y a du des film. films. Et là aussi, ça leur fait découvrir, Mhm. comme je disais, le cinéma. C'est magnifique. En fait, c'est complémentaire. Oui. C'est complémentaire. C'est complémentaire et pas que ça leur fait découvrir autre chose aussi. Comme par exemple pour Dars Betar, ça fait plaisir de Oui. découvrir la tête de Omar. Oui, oui. Omar, Yima, la police. Quand Oui. on lit par exemple Mohamed Dib et Oui. quand on voit Dars Betar, c'est Vous savez, extraordinaire. un jour... C'est le microcosme. Et il y a aussi le génie de Mustapha Badea, c'est Oui, incroyable. exactement. Mhm. Vous savez, comme on est le 2 novembre, Mhm. on a fêté hier le 1er novembre. Une fois, au sein du club de lecture, on leur a passé des extraits du film Aoulad November. Mhm. Vous savez ce que m'a dit un petit jeune? Il m'a dit, madame, c'est en noir et blanc. Il ne pouvait pas s'imaginer. Ah ben oui, Allez, ça a commencé comme ça. Il m'a dit pourquoi il rêvait en noir et blanc. Incroyable. Oui, oui, ah oui. Franchement, ils sont, ils nous étonnent, comme je vous C'est dis. des connexions oui, d'une génération à l'autre. Et ils ont Oui. découvert, ils m'ont dit,
Donc, ils ont pu faire la guerre à cet âge-là. Et puis, ils ont compris ce que c'était la prise de conscience, la responsabilité, l'engagement. Ils étaient fiers de savoir que la guerre d'Algérie, finalement, c'est tout le peuple qui a pris part à cette guerre de libération, et c'est magnifique. La lecture, comme je dis, c'est une... De toute façon, nous avons une littérature qui est née à peu près autour de 1945 avec la montée du nationalisme. Aujourd'hui, il y a un immense corpus et on peut penser à faire une histoire littéraire. En créant des périodes, des auteurs, des pensées, à partir de ça, des tranches comme ça. C'est une histoire littéraire qui part à peu près des années 40 jusqu'à aujourd'hui, avec une évolution de la pensée, une évolution de la façon d'écrire, une évolution... Il y a une histoire littéraire à mettre à plat pour savoir comment le livre a évolué chez nous. Au départ, c'était des livres qui ont été écrits pour se faire connaître. La France nous niait totalement. Il fallait lui donner la preuve qu'on existait. Il faut parler de la littérature engagée aussi. Tout à fait. La littérature a été engagée. C'était une littérature de guerre. C'est vrai. Et puis, il fallait l'autre corpus avec Tebyassine, c'était désarticuler les moyens d'expression de la France, le roman et la langue. Il pensait rendre folle la langue française. Pour la faire parler autrement. Il est titillé de façon Et puis aujourd'hui, donc c'était l'objet de ma recherche, de ma propre recherche, c'est qu'aujourd'hui on écrit en français. Mais pourquoi? On n'a plus aucun l'engagement et tout ça. On n'a plus de raison d'écrire. Pourquoi on écrit? Parce que tout simplement, tout est en nous, aussi bien ce qui est maternel et originel, mais aussi tout ce qu'on a. Mais attention, on a des gens qui écrivent en anglais aussi. Elle revient. On a des jeunes qui écrivent en anglais. Oui, on a invité une fois à notre club de lecture un jeune écrivain. Vous vous souvenez, Madame Ahmed Anis Aloua, qui écrit en anglais. C'est extraordinaire. Très jeune. Oui. Pas qu'en français. Non, je ne parle pas du français uniquement. Je dis que nous étions faits de tout cela. On a tout cela. Ce n'est pas une question de langue, c'est une question de quelque chose qui est en nous. C'est ça aussi qui fait la grandeur de l'Algérien. Il est très flexible dans la maîtrise des langues. Parce que Frantz Fanon, il pensait que après l'indépendance, il fallait changer. Et les écrivains lui ont dit non, tout est en nous. Il va falloir encore en parler et continuer à parler. Là, on arrive à la fin de l'émission. Dernier mot, mesdames, le livre électronique. Va-t-il un jour détrôner le livre papier? Mais en quelques secondes. Moi, je ne pense pas. Madame Lahlo. Je ne pense pas, parce que on a des très jeunes qui ont des livres et qui adorent ça. Et puis... les maisons d'édition existeront toujours. Le papier existera toujours. Madame Aït Ahmed. Pareil, je crois au papier. Ma question, c'est qu'il faut, pour moi, on devrait attirer beaucoup plus les enfants à travers la 4e couverture, les illustrations, pour leur donner envie de lire. Essayer même le livre scolaire, le rendre un peu plus attrayant. Tout à fait, avec des images, des couleurs, etc. Le paratexte est très important pour les enfants, pour donner envie de lire. Donc pour moi, la lecture, c'est beaucoup plus sur le papier. Bon, on ne peut pas les empêcher de lire il y en a qui... Il faut dire que ça fait partie de l'environnement. On suit le monde, la technologie, l'évolution, le progrès. Ça reste un instrument. Oui, on ne peut pas y échapper. Au service de la lecture. Oui. Toucher du doigt, griffonner sur son livre, chercher la page, mettre un post-it, ça y a plier pas un petit peu le bout de la page pour se mettre sur la page. Exactement. Le livre papier ne disparaîtra pas, puisque la technologie étant là, on n'arrête pas le progrès, mais la technologie reste un instrument. Elle a besoin du livre papier pour exister. Voilà, le livre papier doit exister, il doit aussi être virtuel. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Le livre n'est pas aussi cher qu'un téléphone portable ou une tablette. Le livre, on peut le transporter, il n'a pas besoin d'avoir un chargeur. Et croyez, imaginez qu'un satellite s'arrête. Bah oui. Et je peux vous dire que le livre m'a sauvé la vie quand j'étais du côté de Janet, où ça y est, au bout d'une semaine, il n'y avait plus rien à faire. Moi, j'étais contente d'avoir mon petit ami de Malouf avec moi, par exemple. Merci beaucoup, mesdames. Merci Madame Aït Ahmed, merci Madame Lahlo, merci Madame Amria.
À très bientôt, Inch'Allah. C'est un plaisir. Un plaisir de parler aussi. de la lecture avec Franchement, vous. j'espère qu'on vous a donné envie de prendre un livre. C'est là, les amis, jusqu'au 8. Oui. Si le cœur vous en dit, il faut aller faire un tour. Oui, bien Il y a sûr. des pépites. Franchement, ça vaut le détour. Au revoir. Au Et à revoir. très bientôt.